Alors, on va enchaîner avec une table ronde. Donc, on l'a dit tout à l'heure, hein, l'eau est un sujet émergent. Il y a 10 ans, on n'en parlait pas autant, mais la gestion de l'eau, on le voit tous, alternance, sécheresse, inondation, s'impose de plus en plus comme un impératif. Donc, pour cette table ronde, j'accueille avec moi donc, Éric Provost, vice-président de la commission locale de l'eau du SAGE, qui est le schéma d'aménagement et de gestion des eaux estuaires de la Loire, et aussi vice-président métropolitain dans le Saint-Nazaire et d'autres titres, mais on a fait une sélection, je vous laisse vous installer. Rachel Germain, qui est directrice de l'Alliance HQE-GBC. Cédric Fontaine, à la fois gérant d'un bureau d'études spécialisé Fontaine Ingénierie et vice-président de la section eau pluviale de l'ATEP, qui sont les acteurs du traitement des eaux de la parcelle. Et Maxime Roger, directeur eau du CSTB. Donc la gestion de l'eau, c'est un enjeu qui concerne toutes les échelles, du territoire, ville, quartier, au bâtiment. On va commencer par l'échelle la plus large. Donc je vais donner la parole pour commencer à Monsieur Provost. Vous, au niveau du territoire, dans le cadre de vos missions, vous travaillez en particulier sur le grand cycle de l'eau. Donc si vous pouvez nous expliquer en quelques mots quelle est la problématique essentielle et quelles sont les actions que vous lancez. Bonjour à toutes et tous. Donc, effectivement, le SCOT métropolitain, le SCOT Nantes-Saint-Nazaire, déjà peut-être le situer un peu. C'est aujourd'hui 61 communes qui vont de Nantes à Saint-Nazaire en passant par Savenay, enfin toutes les Savenay, Blain, la vallée de l'Erdre, toutes les EPCI qui sont au milieu, 5 EPCI. Et donc ça regroupe presque 1 million d'habitants sur le département de Loire-Atlantique. Et donc ce pôle métropolitain donc, est en charge de l'élaboration du SCOT, un SCOT qu'on vient d'arrêter, qui est soumis aujourd'hui à enquête publique. Et bien sûr, dans ce SCOT sont abordés, puisqu'un SCOT, c'est un document de planification, un document d'aménagement qui trace en gros les stratégies des 20 ans à venir pour l'ensemble de ce territoire, et sont abordés un certain nombre de sujets, dont la question de la gestion de l'eau qui est effectivement de plus en plus prépondérante. Alors la gestion de l'eau à la fois sur ses aspects quantitatifs, hein, la disponibilité de la ressource en eau, mais aussi la question de sa qualité. Et donc, le SCOT décrit dans son document les grands axes sur lesquels il va falloir travailler, et donc qui vont devoir être, au final, intégrés dans les PLU et les PLUI des différentes communes. Donc, c'est vraiment un document socle, en fait, qui est en haut de la hiérarchie des normes et qui va venir s'imposer ou être pris en compte dans les PLU et les PLI. Donc dans le volet eau, en fait, il y a un certain nombre de choses qui sont abordées. Donc vous l'avez évoqué. Les grandes questions qui se posent aujourd'hui, c'est surtout finalement la modification du cycle de l'eau, puisque quand on regarde les travaux du GIEC, ce qui nous est annoncé, ce n'est pas tant une disparition de la ressource, les volumes vont rester à peu près les mêmes à une échelle annuelle, mais par contre, c'est un bouleversement assez complet du cycle de l'eau, ce qu'on connaît déjà sur ces dernières années, avec par exemple des pluviométries très très importantes l'hiver, avec un risque d'inondation accéléré, et des sécheresses, des assecs beaucoup plus prononcés en été. Et donc, la question qui va se poser à nous tous et toutes, quel que soit notre statut, entre guillemets, c'est de voir comment on arrive à passer ces pics de crise. Par exemple, si je me situe sur Nantes, il y a maintenant 2 ans, on a eu un fort affaiblissement du débit de la Loire, qui s'est traduit par une grosse crainte de ne pas pouvoir prélever la ressource en eau potable, là où elle se situait sur le point de prélèvement. Donc c'est ce type de questions qu'il faut qu'on maîtrise mieux. Et donc ça veut dire qu'il y a un certain nombre d'études qui sont en cours aujourd'hui pour estimer la situation actuelle, la situation telle qu'elle va se définir dans quelques années au vu des évolutions du dérèglement climatique, et encore une fois, comment on va pouvoir réagir ponctuellement sur un certain nombre de ces sujets. Merci. Donc, il y a effectivement des études en cours. Il y a aussi des territoires qui ont été touchés peut-être plus en amont que ce que c'est que le cas en métropole. Pardon. Donc, Rachel, vous observez notamment ce qui se passe à La Réunion et vous essayez d'en tirer des enseignements. Oui, bonjour à toutes et à tous.
Aujourd'hui, en effet, la gestion intégrée des eaux pluviales est un enjeu stratégique, à la fois d'un point de vue environnemental, urbain et économique, face aux enjeux climatiques, à l'imperméabilisation croissante des sols et aux besoins d'une économie de projets durables. Il est vraiment impératif de repenser nos pratiques. Et c'est pourquoi l'Alliance HQE-GBC a décidé de s'emparer activement du sujet en proposant une vision alternative de la gestion intégrée des eaux pluviales, basée sur des solutions fondées prioritairement sur la nature, c'est-à-dire gérer l'eau au plus près d'où elle tombe, favoriser son infiltration, la conserver en surface ou à faible profondeur. Et en effet, nos travaux sont partis d'une initiative locale basée à La Réunion et portée par le bureau d'études Eleni, Qualitel et la CEMAC, qui ont développé un label GIEP bâtiment et qui ont proposé à l'Alliance HQE-GBC de reprendre les travaux autour de ce label pour les adapter à la France métropolitaine. Et donc, à partir de cette dynamique, nous avons élargi l'approche bâtiment à l'approche aménagement en intégrant les travaux au sein de notre commission aménagement. Et donc, notre objectif est simple, c'est de faire en sorte que la GIEP ne soit pas un sujet purement technique, mais vraiment une vision, une solution structurante qui soit intégrée au projet dès sa conception. Et donc, pour la première fois, nous réunissons à la fois le monde du bâtiment, de l'aménagement et le monde de l'eau, avec les aménageurs, les collectivités, représentées notamment par la Fédération des SCOT, les urbanistes, les paysagistes, les centres techniques, les bureaux d'études et les agences de l'eau. Et donc, nous avons à cœur vraiment d'aboutir à une position consensuelle entre tous ces acteurs. Et donc, nous travaillons concrètement à l'élaboration d'un cadre de définition qui vise à la fois à proposer une définition commune, partagée par tous, de cette gestion intégrée des eaux pluviales, de clarifier les enjeux et de mettre en lumière les avantages de cette vision alternative de la GIEP, que ce soit des avantages économiques, environnementaux, avec la préservation de la ressource ou la lutte contre les îlots de chaleur, par exemple, et les avantages sociaux en termes de bien-être et de santé grâce à la végétation. Et donc, ce cadre de définition doit sortir d'ici la fin du mois. On communiquera largement, évidemment, et il sera disponible, accessible à tous. Et ce n'est qu'une première brique, puisqu'il viendra s'intégrer à la démarche HQE et viendra alimenter également les évolutions des référentiels des certifications HQE. Merci. On le disait en introduction avec M. Provost, le sujet de l'eau, maintenant, il va être intégré dans les PLUI. Donc, il y a des premières expériences avec celui de Rennes qui a été révisé juste avant l'été, et vous l'avez suivi, M. Fontaine. Oui, alors, bonjour à tous. C'est pas parce que je suis à Nantes que je vais vous parler de Rennes, mais ça me fait plaisir quand même, en tant que Rennais, de donner l'exemple de la ville. Alors, c'est pas juste par chauvinisme, mais je souhaitais parler du PLU de Rennes parce qu'il a été un peu plus loin que la plupart des PLU qu'on voit. Aujourd'hui, on voit énormément de PLU qui intègrent cette gestion d'eau à la parcelle avec une obligation d'infiltrer, une obligation de désimperméabiliser, de mettre un certain nombre de mètres carrés d'espace vert, etc. Rennes l'avait déjà, comme Reims, comme Paris, comme Lyon, comme plein de villes, comme Nantes, qui a aussi un PLU qui est assez poussé en ce sens-là. Et le 19 juin, ils ont voté un nouveau PLU où ils intègrent la récupération d'eau de pluie. Alors vous allez dire, ça existe déjà, ça existe à Lille, par exemple. Sauf que là, en plus d'obliger à récupérer l'eau de pluie, on la favorise dans la gestion de l'eau à la parcelle. On dit aux particuliers, aux collectivités, aux promoteurs, on ne va pas vous imposer à la fois de gérer les eaux à la parcelle et de récupérer l'eau de pluie, parce que de temps en temps, ça fait double usage. Il y a des bâtiments, aujourd'hui, on récupère tellement d'eau de pluie, on la consomme tellement, qu'en fait, il n'y a plus d'eau qui sort de la parcelle et on doit quand même mettre un bassin d'orage ou un bassin d'infiltration. Et c'est ça que Rennes a pris en compte, c'est qu'aujourd'hui, si vous mettez de la récupération d'eau de pluie
pour des usages intérieurs, donc il faut que cette eau soit réellement consommée avec des volumes importants et tout au long de l'année, vous aurez entre guillemets un crédit sur votre ouvrage de gestion à la parcelle qui va pouvoir être réduit par rapport à une solution où vous n'auriez pas mis cette récupération d'eau de pluie, où vous n'auriez décidé que de faire que de l'arrosage. Et c'est ça qui est nouveau et que nous, on défend à la TEP, le syndicat dont je fais partie, c'est cette vision globale. Parce qu'aujourd'hui, on travaille encore trop en silo. On va vous imposer de l'infiltration et puis on va vous imposer de la récupération. Mais en fait, on se rend compte que dans certains cas, l'un est possible, pas l'autre, ou dans certains cas, les deux vont apporter à l'un et à l'autre. Et cette vision qui est assez nouvelle, c'est vraiment une vision qu'on a envie de défendre parce qu'aujourd'hui, dans notamment des métropoles qui sont très urbanisées, où on a du mal à mettre en place des espaces verts, peut-être que la récupération d'eau de pluie est la solution pour limiter les rejets d'eau dans les réseaux en cas de forte pluie. Et c'est vraiment quelque chose que je voulais mettre en avant aujourd'hui. Et donc, une fois que les obligations sont actées, il faut que les solutions techniques derrière suivent, Monsieur Roger. Oui, alors à la fois à l'extérieur du bâtiment et dans le bâtiment. Quand il s'agit de réutiliser l'eau, l'employer un maximum de fois avant de la rejeter, quand il s'agit d'être plus sobre aussi dans les usages, la réglementation a évolué, les plans locaux d'urbanisme ont évolué, tous les schémas d'urbanisme ont évolué. Par contre, les solutions techniques, ensuite, il faut pouvoir les identifier et les déployer convenablement. Et pour ça, on a parfois un gros déficit en termes de règles de l'art. Les règles de l'art sont ce qu'elles sont en l'état. Les DTU ne mentionnent pas ces technologies-là. Et donc parfois, on peut être bloqué sur les chantiers, dans les opérations. C'est pour ça qu'il faut faire appel à de l'ingénierie, déjà, pour identifier les bonnes solutions techniques et faire les bons dimensionnements, les bons choix de conception. Et puis après, il faut parfois convaincre dans le cas le plus simple, un contrôleur technique, un assureur, convaincre aussi parfois l'ARS quand on est sur un schéma où on a encore besoin de l'autorisation de la préfecture. Et quand on n'a pas de règle de l'art, ça peut être un peu un chemin de croix. Et c'est là qu'interviennent des organismes comme les laboratoires, comme le CSTB, pour apporter de la confiance sur des opérations qui peuvent être des prototypes au début et permettre aussi de massifier en capitalisant. Capitaliser, ça consiste à prendre les bonnes pratiques, celles qui ont été réussies et qui peuvent être reconnues, les mettre dans des guides qui vont préfigurer des futurs DTU ou pourquoi pas des normes demain. Et c'est toute la valeur ajoutée de cet accompagnement du CSTB, c'est de pouvoir donner des documents qui donnent de la confiance aux acteurs d'une opération. Alors c'est parfois un chemin de croix, on l'a entendu sur le projet d'avant, sur des ATEX, sur des essais, ça coûte cher, mais par contre c'est vite, ça débloque assez vite les projets. Et donc on va revenir vers vous, Monsieur Fontaine, par rapport aux solutions techniques. Vous, sur le terrain, vous avez les solutions et compétences pour les mettre en œuvre dont vous avez besoin. Il y a aussi différents types d'eau, différentes réglementations. Donc si vous pouvez revenir sur ces points-là. Oui, alors pour aller dans le même sens que ce que disait Monsieur Roger, si on regarde sur les solutions, il y a une première chose sur laquelle aujourd'hui il y a quand même un manque, c'est l'ingénierie initiale. Si on parle de récupération d'eau de pluie, j'en parlais encore avec des intervenants tout à l'heure ou des exposants, on voit de temps en temps des citernes énormes qui sont positionnées là, alors on ne sait pas qui les a dimensionnées, avec des clients qui nous disent, enfin des utilisateurs qui nous disent ah, l'eau, elle croupit, elle sent pas bon, etc. Ah oui, si vous mettez une citerne de 100 000 litres alors que vous n'arrivez jamais à la vider, eh ben, l'eau que vous avez récupérée en 2018, elle est toujours dedans. Donc ça, c'est la première chose, c'est vraiment ce côté ingénierie au départ. Après, sur les solutions techniques, alors il y a des solutions assez anciennes. La récupération d'eau de pluie est autorisée en France depuis 2018. Donc il y a des produits qui ont fait leurs preuves, fabriqués par tout un tas d'industriels. Qui répondent. La difficulté, on va plutôt la trouver au niveau de l'installation. On voit de temps en temps des gens qui ont mis des produits qui répondent à toutes les normes, notamment de protection du réseau d'eau de ville, mais qui est derrière, bah oui, mais si jamais ça tombe en panne, bah attendez, je vous mets un bypass avec 2 vannes, et on se retrouve avec des solutions qui sont pas conformes. Donc là, il y a un vrai manque aujourd'hui de formation de la profession, que ça soit les maîtres d'œuvre. Aujourd'hui, il y a encore des maîtres d'œuvre qui ne sont pas assez au fait de ces installations, mais aussi des installateurs. Après, il y a des nouveaux produits. Je vais parler par exemple des eaux grises, où là, c'est plus récent. Hein, l'autorisation, c'est depuis juillet 2024. Il y a des produits sur le marché, certains qui sont très exotiques,
d'autres qui ont l'air beaucoup plus proches de la réglementation, parce que la réglementation nous impose une qualité d'eau au niveau de l'usage et non pas un système de traitement, par exemple. Donc il faut prouver que la solution marche. Donc là, on va peut-être revenir après sur des tests qui seraient faits dans des organismes. Mais aujourd'hui, on se rend compte que sur ces nouveautés, on a quand même un peu tout et son contraire qui est sur le marché. C'est là le risque, avec un risque supplémentaire, c'est sur la maintenance. Aujourd'hui aussi, on voit beaucoup d'installations. J'ai installé une cuve de récupération d'eau depuis il y a 10 ans. Comment ça se fait qu'elle ne marche pas bien? Vous avez changé votre filtre? Ah, un filtre, ça se change. Ouais, enfin, un filtre, ça se change dans toutes les installations, que ce soit de l'eau, de l'air, etc. Donc là aussi, il y a un vrai travail à faire. Ça évolue, mais on est encore loin. Et il y a un dernier point sur lequel je voulais revenir, où on a un petit flou juridique, et on aimerait bien avoir des réponses dans les mois ou années à venir, si un jour on a un gouvernement qui nous permet d'avancer là-dessus. C'est sur les eaux pluviales. On peut recycler des eaux grises, on peut récupérer des eaux de pluie, mais les eaux pluviales, les eaux de ruissellement, il n'y a pas d'autorisation, mais il n'y a pas d'interdiction non plus. Il y a une espèce de flou. Pourtant, c'est des volumes qui peuvent être énormes. Alors, on sait que certaines villes l'ont fait. C'est la ville de Lyon avec le fameux boulevard Garibaldi qui récupère son eau pour de l'arrosage. Et là-dessus, on attend aussi des avancées pour pouvoir valoriser toute cette ressource. Effectivement, je vais redonner la parole à Maxime Roger sur l'accompagnement des acteurs. Alors l'accompagnement éventuellement, est-ce que c'est plus coûteux, notamment en rénovation, c'est plus compliqué? Et puis vous me disiez aussi, la difficulté, c'est la mesure. Quand on n'a pas de référentiel de base, comment on évalue un projet? Je vous redonne la parole sur ces sujets. Oui, il faut avoir en tête que la question du coût, elle revient tout le temps. Une solution pour résoudre cette contrainte de coût, c'est de prendre le problème assez tôt dans le projet. Aujourd'hui, l'eau dans les projets, ce n'est pas forcément une variable d'arbitrage. Dès l'amont, quand on est en phase d'esquisse ou de programmation. Donc, avec des acteurs comme l'Alliance HQE et avec AIA, le CSTB a été lauréat d'un appel à projet de l'ADEME, Innovo, et on est en train de développer des outils pour que, dès les phases esquisses, très en amont des projets, on puisse comparer différents scénarios. Un scénario où on va tester sur l'ensemble du cycle de vie d'un bâtiment, en choisissant les produits de construction, les phases chantier, les phases d'exploitation, et même l'intégration dans le milieu, faire des choix de programmation qui vont remettre l'eau comme une variable d'arbitrage. Ça, c'est pas anodin, parce que quand on fait de la gestion intégrée à la parcelle, ou même si on arrive à dépasser l'échelle de la parcelle, on peut faire à la fois des économies, mais on peut même gagner de l'argent. On l'avait tout à l'heure comme illustration. Si on peut se passer d'un bassin d'orage, c'est des mètres carrés constructibles en plus. Donc l'économie de projet peut être complètement bouleversée. Et finalement, ce qui était un frein quand on arrive très tard dans le projet, le fait de le mettre dès l'amont, ça peut devenir aussi un levier, et de performance d'une part, mais aussi un levier économique pour le projet. En rénovation, l'affaire se corse, parce que là, on a le bâtiment tel qu'il est. Et on ne peut pas toujours repasser de nouvelles canalisations. On n'a pas toujours les espaces suffisants. Parfois, on a une colonne techniques qui permettent de descendre des nouvelles canalisations, super, on peut, mais pas toujours. Par contre, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a des solutions simples d'accès, peu coûteuses, qui peuvent aussi générer de très grandes économies en termes de consommation d'eau. Le CSTB a travaillé pour le groupe Action Logement sur un parc de plusieurs milliers, 1 million de logements, et sur un patrimoine existant, en remplaçant la robinetterie, en mettant une robinetterie actuelle, performante, c'est-à-dire en acceptant un coût de robinetterie potentiellement élevé, mais on parle de quelques dizaines ou quelques centaines d'euros, on peut générer des économies substantielles. Et en remplaçant la robinetterie de 30% du parc, on générait 10% de consommation d'eau sur l'ensemble du parc. C'est-à-dire juste en remplaçant la robinetterie, on atteint l'objectif du plan eau de faire 10% d'économie sur la consommation d'eau. Donc là, je ne parle pas de gros travaux, je parle de juste remplacer des robinets. C'est assez simple. Il y a le même travail sur les chasses d'eau. Le CSTB a aussi un travail avec plus de 20 collectivités territoriales, des communes, des EPCI, pour aller mesurer objectivement les consommations d'eau dans les WC, dans les douches, de façon à fournir à ces collectivités des leviers d'action publique pour que les subventions ou la communication ou même directement les aides à l'investissement soient fléchées vers les économies d'usage direct sur les postes WC, douches et la consommation immédiate et la sobriété pour ces bâtiments. Et donc, on a eu tout à l'heure une table ronde sur le programme CAP 2030. Donc, Rachel, je vais vous redonner la parole. L'eau fait aussi partie des sujets qui sont traités par CAP 2030. Oui, tout à fait. Alors, peut-être juste un mot pour resituer le projet CAP 2030 pour ceux qui n'étaient peut-être pas à la table ronde de tout à l'heure. Donc, c'est un projet qui a été lancé en octobre 2023, qui est porté par 3 associations
l'Alliance HQE-GBC, Effinergie et le collectif des démarches quartier bâtiment durable, avec le soutien scientifique et technique du CSTB, le soutien du ministère, de l'ADEME et du plan bâtiment durable, qui vise à aller explorer des thématiques qui sont aujourd'hui peu ou pas exploitées dans la réglementation environnementale des bâtiments et qui vise à élaborer un socle commun de référence à partir de toutes ces thématiques et des travaux qui ont lieu depuis 2 ans et qui fera l'objet d'une phase d'expérimentation dans les territoires. Et en effet, le GT5 est consacré à la gestion durable de l'eau. Et il traite de la préservation de l'eau en tant que ressource et des économies associées. Donc sur la première année, le GT s'est intéressé plutôt à l'extérieur en proposant des leviers pour la gestion des eaux pluviales à l'échelle de la parcelle. Et donc les travaux ont mené à la proposition d'indicateurs répartis en 5 catégories hydrologiques, environnementaux, sociaux, économiques et résilience urbaine. Et donc en année 2, on a regardé plutôt l'intérieur du bâtiment en s'intéressant aux équipements sanitaires, robinetteries, qui consomment le plus d'eau et dont cette consommation est fortement liée à l'usage qui sont faits de ces équipements. Le GT a ensuite proposé une méthode pour évaluer la performance de ces équipements, notamment au sens de la robustesse à l'usage, pour valoriser ceux qui, de par leur conception et leur ergonomie, sont favorables à une consommation d'eau plus sobre et qui correspondent aux prévisions. Donc pour votre information, les travaux de la première année sont déjà disponibles sur le site du plan bâtiment durable. Et donc les travaux de l'année 2 sont en train de se finaliser et seront disponibles d'ici la fin de l'année, ainsi que le socle commun de référence. Et donc merci. Pour clôturer la table ronde, on va revenir de nouveau à l'échelle plutôt territoriale et avec la notion de concurrence des usages, parce que certes, il y a le bâtiment, il y a l'agriculture, il y a l'industrie. On parle beaucoup de réindustrialisation verte aujourd'hui. Monsieur Provost, comment l'eau est aussi réabordée dans ce cadre un peu plus large et avec l'activité économique ? Oui, alors je pense qu'un peu comme sur l'énergie, nous, ce qu'on essaie aussi de réinstaller, c'est l'idée de la sobriété. C'est-à-dire qu'avant, peut-être, ou en essayant aussi de trouver des solutions technologiques ou techniques, rappeler à tout le monde, les habitants, les industriels, tous les usagers, qu'il y a aussi la sobriété à repenser ou à remettre au goût du jour. Donc nous, par exemple, dans les collectivités, on distribue énormément de petits outils permettant de réduire les débits à la douche, des choses comme ça, ou des petits compteurs pour mesurer le temps qu'on passe à la douche. Enfin bref, ça ne paraît pas grand-chose, mais ça permet de ressensibiliser à cette question-là. Et puis c'est vrai qu'il y a eu l'année dernière, depuis 2 ans, quand même des évolutions assez importantes sur la réglementation de ce qu'on appelle la REUT, la réutilisation des eaux usées. Sur le territoire de notre SCOT à nous, on a beaucoup d'industries qui ont besoin d'eau, notamment pour leur circuit de refroidissement. Et aujourd'hui, alors je pense que c'est aussi, faut aussi se rappeler de l'histoire. On n'est pas sur des territoires où on a eu des problèmes d'eau en termes de ressources. L'eau a toujours été là, disponible, on l'utilisait. Et donc toutes ces industries, en fait, aujourd'hui, la plupart utilisent, en tout cas les gros consommateurs, utilisent l'eau potable. C'est-à-dire que nous, en tant que collectivité, on potabilise de l'eau qu'on redistribue à ces industriels pour leurs besoins. L'arrivée de la possibilité de la REUT ouvre de nouvelles possibilités. Ce sont des millions de mètres cubes d'eau potable qui peuvent être remplacés par ces eaux grises. Avec quand même au passage une difficulté, c'est que beaucoup des installations ne supportent pas forcément directement, elles ne supportent pas l'eau qu'on peut prélever directement en Loire par exemple, ou elles ne supportent pas non plus en l'état actuel de leur technologie les eaux traitées qu'on leur propose dans le cadre de la réutilisation des eaux de STEP, de stations d'épuration. Donc là, il y a aussi un aspect technologique à envisager et puis des problématiques d'investissement qu'il faut aussi traiter puisque ces industriels doivent aussi repenser leurs investissements sur le sujet. La deuxième chose aussi qui me paraît importante, c'est la manière dont on applique la tarification de l'eau.
que ce soit vis-à-vis des habitants ou vis-à-vis d'un certain nombre d'usagers. On a encore des tarifications qui favorisent le volume, en fait. Les premiers mètres cubes d'eau sont plus chers que les grosses consommations. Je ne sais pas si aujourd'hui, c'est quelque chose qui est envisageable de conserver. On n'est pas du tout dans le bon cercle vertueux. Donc on est vraiment sur ces travaux-là. Et puis, on l'a tous évoqué, mais on multiplie à différentes échelles ce qu'on appelle les études HMUC, donc hydrologie, milieu, usage, climat. Donc l'idée, là, c'est de partir d'un diagnostic assez précis de ce qu'est la situation hydrologique d'un territoire, avec ses cours d'eau, ses nappes phréatiques, de voir quels sont les milieux dont il est composé, notamment les zones humides, de quantifier les usages, et d'appliquer à ça aussi des variables liées à l'évolution climatique. Et quand vous avez tout ça, en principe, vous arrivez à peu près à avoir une photographie de la situation actuelle et de la manière dont le besoin en eau va évoluer dans les années qui viennent. Et à partir de ça, ça permet de réintégrer dans les documents de planification, les documents d'urbanisme, voire les documents un peu prescriptifs, des orientations quant à la manière de traiter la ressource en eau potable, pour éviter, je prends cet exemple-là peut-être, mais d'attendre l'arrêté sécheresse du préfet pour couper les douches sur la plage. Est-ce qu'il ne faut pas déjà considérer que la douche sur la plage, c'est peut-être quelque chose de l'ancien temps, et qu'il faut, parce que c'est la douche sur la plage, et puis ensuite on rentre à la maison, c'est la douche à la maison. Enfin, vous voyez, multiplié par 200, 300 000, 400 000 plagistes, on voit le volume que ça peut représenter. Alors, ce n'est pas si grave que ça, parce qu'il y a aussi un critère, je pense qu'il faut vraiment qu'on intègre, c'est le délai de retour de la ressource au milieu. C'est-à-dire que ce n'est pas la même chose d'abreuver un bovin ou du maraîchage, où là, l'eau va partir durablement dans un cycle long, que de refroidir un process industriel pour lequel la ressource en eau, une fois traitée, une fois refroidie, va revenir assez vite au milieu. Donc je pense que c'est important de prendre en considération la manière dont la ressource va revenir ou pas au milieu. Et puis, moi, mon inquiétude la plus forte, en fait, je le disais tout à l'heure, la ressource en elle-même ne va pas disparaître, il faut gérer les pics de crise. Peut-être que l'une des questions les plus importantes qui est devant nous, c'est la capacité que nous aurons à utiliser certains captages d'eau compte tenu de leur pollution durable. C'est-à-dire que l'eau, elle sera là, mais on ne sera pas forcément en capacité de l'utiliser pour des besoins de consommation. Je pense que ça, c'est quand même le défi le plus lourd, le plus important qui nous attend dans les années qui viennent. Merci beaucoup. Je peux vous applaudir. On prendra quelques questions. Quelques questions de la salle. N'hésitez pas à vous manifester en levant le bras bien haut. Non, on arrive en fin de journée. Il n'y a pas d'autres questions. Bon, Bonjour, Aurore Pfister, Nantes Métropole. Vous parlez d'un outil Innovo que vous développez avec AIH, si j'ai bien compris. Quand est-ce qu'il sera disponible ? Alors, Innovo, c'est le nom de l'appel à projet qui permet d'obtenir les fonds France 2030. Donc ça, c'était l'appel à projet de l'ADEME. L'outil s'appelle Aquaprint et il vient juste de démarrer. On a eu la notification du Premier ministre il y a quelques jours. Donc c'était in extremis. L'outil vient juste de démarrer. Dans le cadre de l'élaboration de cet outil, on a prévu, avec le concours de l'Alliance HQE, de fédérer un certain nombre d'acteurs représentatifs de la maîtrise d'ouvrage, de l'aménagement, des bureaux d'études et des exploitants, de façon à ce que cet outil, en termes de conception au départ, il est une interface qui réponde aux besoins. Donc assez vite, on va mobiliser des acteurs en groupe de travail pour pouvoir esquisser les maquettes de cet outil, les valeurs qu'il faudra donner en entrée, les indicateurs qui pourront en sortir pour que ce soit utile à l'ensemble des acteurs. Et l'outil, lui, il est prévu d'être mis en service. Le projet dure 30 mois, l'outil sera mis en service un peu avant pour des phases de test. Donc on est sur cette échelle-là. D'autres questions ? Non, merci beaucoup. Ça nous fait de la matière pour des prochaines conférences sur l'application concrète.